Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez que depuis quelques années, je m'intéresse à la psychologie positive, à l'optimisme. Et je peux vous dire que depuis que j'ai découvert cette science qu'on appelle la psychologie positive, ma vie a complètement changé. Et depuis, je m'intéresse également à tous ces outils, à toutes ces techniques qui peuvent nous aider à aller mieux, à changer notre vie. C'est le cas de l'interview que je vais vous proposer aujourd'hui avec Faiza Bencharnin. Elle est sophrologue, elle va nous parler de son expérience et puis, bien évidemment, elle va nous présenter, elle va nous expliquer ce que c'est la sophrologie. Je vous laisse donc avec Faiza Bencharnin. C'est ce que nous appelons habituellement de la relaxation dynamique. Ça, c'est dans la pratique. Cette relaxation dynamique, c'est une approche qui nous permet d'abord de prendre conscience de son corps, puis de prendre conscience de son esprit, afin de pouvoir ensemble en fait relier le corps et l'esprit, et de reprendre son pouvoir et d'exprimer d'une certaine manière sa présence à l'instant présent. Parce que en sophrologie, nous accompagnons les personnes pour justement leur permettre de vivre l'instant présent, puisque nous partons de ce principe, et de toute façon qui est un principe pour tout le monde, le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. À partir de ce moment-là, donc c'est de s'exprimer et d'exprimer en fait sa présence à l'instant présent via des exercices de sophrologie qui sont à pratiquer en cabinet. Et après, ce qui est intéressant aussi avec la sophrologie, c'est que nous pouvons les pratiquer seuls, en toute autonomie, afin de pouvoir justement augmenter ce nombre d'expériences de vivre l'instant présent, qui me permet en fait de pouvoir ensuite être beaucoup plus dans une conscience de moi, et donc avec des effets ça booste la confiance en soi, ça permet en fait de gérer des situations de stress, et ça permet de ne pas, par exemple, quelque chose que je pense que beaucoup de monde reconnaîtront. Imaginons que je sois convoquée pour un entretien d'embauche ou pour un examen, tiens, puisque c'est une actualité. Eh bien, je sais que je suis convoquée dans 3-4 jours. Je reçois ma convocation aujourd'hui, et là, je suis assise à côté de vous, et pourtant, je suis complètement dans le futur, en me disant oh, bon sang, comment je vais faire? Tiens, ça, si je fais ça, ça va pas aller, alors il faudra que je fasse attention à ça, etc. Et en attendant, je ne suis plus dans l'instant présent, je suis dans le futur, et en plus, je vis par contre des situations stressantes à l'instant présent. Donc là, c'est ça qui est assez je dirais, pour tout le monde en fait. On se retrouve dans des situations comme ça, et quand nous commençons à prendre conscience en fait de cet instant présent, eh bien c'est de vivre à l'instant présent que je reçois cette information. Comment je me sens ici, tout de suite, maintenant. Et plus je suis consciente en fait de ma capacité d'être dans cet instant présent, plus je suis confiante par rapport à ce qui va arriver, puisque bon, tout le monde le sait, où ça arrive à beaucoup de monde, c'est que toutes les situations que j'avais prévues dans mon angoisse, dans mon inquiétude, etc., ça n'arrive jamais. C'est notre imagination. Exactement, et on se retrouve en fait face à des futurs employeurs, et puis on est complètement déconfit parce que ce qui était prévu dans ma tête, ça ne se passe pas. Donc je ne suis plus dans l'instant présent, je suis toujours dans ce scénario que je me suis construit, et qui est en fait un scénario complètement fantasque. Qu'est-ce qui nous empêche justement d'être dans le moment présent, de vivre le temps présent? Est-ce que c'est le fait qu'on ne nous a jamais appris à vivre le temps présent? Effectivement, au fur et à mesure, pourtant quand nous sommes enfants, effectivement on est dans l'instant présent, on vit pleinement l'instant présent. Quand on observe les enfants, parce que on n'a peut-être plus trop ce souvenir-là, même si on cherche, nous, à observer. Mais quand nous observons les enfants, on se rend bien compte, effectivement, qu'ils sont pleinement dans l'instant présent, puisqu'ils peuvent passer d'une émotion à une autre et la vivre pleinement.
Après, l'histoire des émotions pour les enfants, bon, bah, ça c'est un autre sujet. Mais l'observation nous permet de voir qu'il vit dans l'instant présent. Je vais aussi parler des animaux. Hein. Moi, j'ai un chat, une petite minette, elle vit dans l'instant présent. Elle n'est pas en train de se dire, ben, tiens, il faudrait que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Au fur et à mesure, en fait, effectivement, que l'on grandit, nous sommes dans une forme de compétition qui nous est imposée. Donc, je dois être performant à l'école, je dois faire attention à ceci, je dois être attentive à cela, etc. Et je suis plus, même si je pense me préparer ainsi, dans l'anticipation. Donc je cherche à anticiper. Cette anticipation, au fur et à mesure, en fait, elle est complètement présente en moi et je suis en train de me dire, bon, il faudra que je fasse ça, il faudra que je fasse ça, il faudra que je fasse ça. Ah, et puis hier, je me suis retrouvée, j'ai oublié de faire ça, donc oui, mais bon, ça m'a gênée dans ceci, cela. Et nous sommes en train de faire la vaisselle, par exemple, et puis je fais un voyage dans le temps, en fait. Je suis dans le passé, dans le futur, mais faire la vaisselle, c'est presque du mécanique. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des conséquences sur notre santé, sur notre bien-être, le fait de se passer des films? Oui, parce que en définitive, quand si je reprends l'exemple de cette angoisse-là avec l'employeur, etc., effectivement, il y a des effets sur le corps, parce que c'est une peur que je génère, et donc la peur comme dans les situations de stress, en fait, le cerveau, lui, il va recevoir cette information, il y a danger. Donc s'il y a danger, il va faire en sorte de mettre tout en place pour pouvoir se protéger de ce danger. Et donc, il va y avoir tout, d'un point de vue physiologique, les hormones qui vont donner les informations nécessaires, etc. Je vous passe les détails très techniques à ce niveau-là. Mais, normalement, le corps devrait réagir, puisque le corps, c'est lui qui reçoit ces informations et il devrait réagir. Donc, on devrait courir, par exemple. Ouais. S'il y a un danger, on devrait courir. Ouais. Sauf que nous ne courons pas. Sauf que nous n'éliminons pas, en fait, et que le corps qui a été préparé pour cette course reste assis, quasi paralysé ou obligé d'être assis sur la chaise, par exemple, pour un examen, pour un lycéen, par exemple, obligé d'être assis et de vivre cet instant avec tout ce que le corps est en train de dire, mais ouais, mais là, nous, il faut que nous dépensions. Enfin, moi, je dois me dépenser. Et donc, les effets, en fait, sur le corps, ça va être que cette élimination d'hormones, cette préparation du corps, bien, je vais le dire de façon très, très caricaturale. Ça use le corps plus que ça ne devrait. Et surtout que c'est tous les jours, pratiquement tous les jours, hein, qu'on fait appel à notre imagination, absolument, à nos peurs. Absolument, effectivement. Et quand il y a des situations comme ça qui sont répétitives, eh bien, n'avez-vous pas des aigreurs d'estomac de temps en temps? Ou alors j'ai envie de vous dire, et votre dos, comment se porte-t-il? Et puis, vous sentez-vous fatigué quelquefois, ou même souvent. Mais par exemple, on a du mal à faire le rapprochement entre mon mal de dos, mon mal des têtes, au fait que je me suis passé des films, ou au fait que je vis dans le passé ou dans le futur. Hein. On a du mal à comprendre qu'il y a un lien direct. C'est vrai. C'est vrai parce que, en fait, quand on se retrouve avec un mal de dos, tout de suite, soit j'ai mal dormi, soit je me suis fait un problème en faisant un mauvais geste. On cherche une raison, en fait, très mécanique, hein, qui va nous amener, parce que, on ne s'imagine pas, effectivement, que mon imaginaire a créé, en fait, une situation interne qui fait que mon corps a réagi. Donc, par rapport au mal de dos, que je connais très bien, eh bien, parce que moi je l'ai vécu, en fait, c'est parce que j'étais, au niveau de mon corps, il réagissait de façon mécanique, il était tendu, j'étais tendu, mais physiquement tendu, mes muscles étaient tendus, tout tendu, pour pouvoir en fait, comme une réaction normale hein, au niveau de la peur, pour pouvoir faire face. Voilà. Donc je suis tendue. Mais je peux être tendue dans n'importe quelle situation et au bout d'un moment, je n'étais plus du tout consciente que je l'étais. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai mal au dos.
Mais je ne me posais pas la question de savoir, ben, le dos, c'est parce que j'ai du stress ou quoi que ce soit. Je savais bien que j'étais pas très à l'aise, mais peu importe. J'allais faire ce que j'avais à faire avec peut-être une boule dans le ventre. Mais j'étais toujours tendue. Et ce dos qui a été en fait très très maltraité pendant longtemps, eh bien j'avais cette réponse, bon ben, je vais aller chez les kinés, je vais faire ceci, faire cela. Et puis quand on me dit, ah ben c'est encore tendu là. Oui, mais c'est normal parce qu'en fait j'ai mal dormi, je suis fatiguée, puis en ce moment je me repose pas beaucoup. Mais à aucun moment j'étais dans cette croyance de me dire, ben en fait c'est parce que tu te fais tout plein de films et puis que tu te retrouves à être tendu, à vouloir faire face à des dangers qui sont complètement imaginaires. Hein. Ça c'est effectivement ça. Et c'est vrai que la vie actuelle n'est pas facile et ça rajoute donc du mal-être et à se passer des films. On va faire la transition naturelle de manière naturelle. Vous parlez des mal de dos qui vous avez, vous, souffert. Ma question était, comment vous êtes arrivé, quand vous êtes venu à la sophrologie? Alors, moi, je suis donc, j'ai un parcours, j'ai fait une scolarité, donc je suis allée jusqu'au bac, surtout, faut obtenir son bac. Je me suis pas posé la question, puisque c'est très bien, on me disait, bon, bah voilà, il faut faire ça, donc j'y allais. Vous n'êtes pas la seule, hein? Voilà, ben non, c'est pour ça que je partage ça. Donc j'allais, puis après, après le bac, bon, il faut se poser la question de qu'est-ce que je dois faire. Ah ben oui, mais je me suis jamais demandé ce que je voulais faire. Donc j'ai passé des concours, je voulais faire ceci, cela, que je n'ai pas réussi. Je commençais à avoir des moments où je me posais des questions. Je me dis, bon, si je réussis pas ça, c'est peut-être parce que je suis pas capable. Ok. Bon, ah tiens, je réussis ça. Bon, j'intègre une école d'infirmière parce que j'avais passé le concours. Mais je voulais être kiné, je voulais pas être infirmière. Puis en fait, non, je voulais faire de la recherche. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais au fur et à mesure, en fait, j'avais cette pression sociale et puis familiale. Faut que tu trouves quand même ce que tu dois faire, parce que là, on peut pas te... Et puis oui, j'ai 18 ans, là, il va falloir quand même que je trouve une solution. Donc j'avançais, bon, j'ai fait l'école d'infirmière, ça m'a pas convenu. Je me suis redirigée parce que j'ai fait une rencontre, hein, puisque j'ai joué dans la troupe du théâtre universitaire. Et donc là, j'ai fait la rencontre avec une enseignante en littérature comparée qui me dit, viens en lettres modernes. Ah d'accord, on m'aurait dit, viens dans... Ah, j'y vais, il y a quelqu'un qui me disait de faire quelque chose, donc c'était très très intéressant. J'ai fait ce parcours-là à l'université. Bon, ça a été une découverte et un plaisir. Hein. J'ai pu me financer mes études grâce à un poste de surveillante. Et il arrive, 29 ans, on ne peut plus être surveillante. Oh, qu'est-ce que je vais faire encore et tout, bon sang. Et là, encore les inquiétudes, encore ceci, encore cela qui reviennent. Et en fait, par hasard, pour peu que ça existe, j'ai commencé à faire de la formation. Puisque la seule chose que je savais faire, c'était faire des cours de français. On commence à faire de la formation, donc timidement. Et puis là, ça a été passionnel. Parce que là, j'ai découvert effectivement que être à la rencontre de l'autre, aller vers l'autre, prendre soin de l'autre, c'était formidable pour moi. J'ai continué et c'est dans cette dynamique que je me suis retrouvée avec des douleurs de dos. Je me présentais toujours devant un public, toujours peut-être avec cette inquiétude. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que je suis performante? Et pourtant, vous étiez dans un métier qui vous plaisait. Ah ben oui! Ça n'empêche que fallait toujours plus, quoi. Donc je me suis formée, j'ai fait plein de choses pour pouvoir être encore plus performante. Et j'avais de plus en plus mal au dos. Mais je continuais. Donc, c'est dans cette avancée-là que je me suis retrouvée face à une situation extrêmement brutale, hein, qui a été le décès de mon petit frère. Hein. Donc, où là, je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Si moi... je me dis, tiens, demain, il me reste que 3 mois à vivre, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, ça a été des questions à n'en plus finir. Hein. Ça a été suivi très rapidement par le décès de mon papa. Alors là, c'est... à quelques mois d'écart, à 2 mois d'écart. Ça a été le schéma familial tel que je le connaissais, en tout cas, mon cocon commence à être complètement... à se dissoudre. Et pourtant...
Mais qui suis-je en fait là au milieu? C'était la question que je finissais par me poser. Et en même temps, je me disais, bon, j'avais tellement peur de me retrouver à tomber, à ne plus pouvoir être debout, donc être tendue comme je savais le faire. Ben, j'étais allée rencontrer un psychanalyste pour me préparer au deuil, parce que c'était avant le décès de mon frère, puisque c'était il avait une maladie qui avait une issue fatale. Et ben, ça m'a pas forcément convenu, mais ça m'a apporté des choses. Mais ça m'a pas convenu parce que ben, je me reposais encore plus de questions. Je me reposais encore plus de questions, puis je me disais, oh, ça c'est pas possible, je vais pas pouvoir tenir. Et quand il y a eu le décès de mon père, alors là, je me suis dit, mais là, c'est... Comment je vais faire, quoi? Qu'est-ce que je vais faire pour tenir? Je ne peux pas tomber. Ça, c'était le leitmotiv. Je ne peux pas tomber. Et là, ben, j'ai décidé, parce que je connaissais un peu la sophrologie dans sa pratique empirique, hein, disant que bon, ben, ça nous fait, on bouge, on fait des choses. Je me dis, bon, je vais faire de la sophrologie. Et là, effectivement, ça m'a apporté quelque chose que je ne pensais pas que ça pouvait m'apporter. Déjà, c'était moi, j'agissais pour moi. Donc déjà, c'était quelque chose pour moi d'inédit, parce que ben, j'ai toujours agi pour les autres, j'ai toujours fait des choses On est pour les élevé autres. comme ça, hein? Exactement. Exactement, oui, c'est parce que ben, voilà, il n'y avait pas besoin pour moi de penser à moi, puisque ben, j'étais là pour les autres. Et quand je me suis dit, bon, ben, je prends soin de moi, je peux prendre soin de moi. Et en fait, j'ai découvert que j'avais un lien qui était fort entre ma tête et mon corps. Donc, cette situation que je vivais avec tous les films que je pouvais me faire, parce que j'ai une grande imagination, et puis ben, des peurs comme beaucoup d'entre nous, mais des peurs ben, qui sont injustifiées, hein, complètement imaginées. Eh bien, j'ai découvert que tout ce que j'avais comme douleur, parce que bon, mon estomac aussi hein, n'est pas tout, voilà, j'avais des aigreurs d'estomac, le dos, je me dis, bah, tiens, effectivement, ça a un lien. Pourquoi je suis toujours tendue hein? Parce que je me donne l'ordre d'être tendue, mais mon corps, en fait, il n'a pas besoin d'être tendu. Et donc, il y a eu ce dialogue que j'ai retrouvé, et j'ai pris conscience de tout ce que mon corps apportait, de tout ce qu'il avait comme capacité et que j'avais totalement nié au fur et à mesure. Et donc, en revenant avec ce que nous disions au début de notre discussion, eh bien, c'est prendre le temps de vivre à l'instant présent. C'est vivre en accord avec mon corps et mon esprit. Et ça, c'est ce que j'ai commencé à découvrir et que ben, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à ramener. Et donc, au fur et à mesure, mes situations imaginaires que je pouvais avoir, eh bien, je prenais bien conscience que c'était que de l'imagination. Et donc, ça n'avait pas d'intérêt pour moi de les garder comme telles. Cet éveil, cette découverte, elle s'est produite en plein deuil, en pleine souffrance. Oui, parce que ça a été donc dans la continuité, hein, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ça a été effectivement parce que, et j'ai envie de dire que parce que justement tout s'était effondré, en tout cas dans mes représentations, dans ce que je pouvais avoir autour de moi, que ça a été quelque chose qui en fait m'a permis d'accéder d'une certaine manière à ça, et en même temps parce que tout s'était effondré, eh bien j'avais peur que ça s'effondre, et en fait j'ai décidé à ce moment-là d'apprendre à construire, d'apprendre à reconstruire, et du coup, avec ce mot que j'entends beaucoup, de me réinventer, en fait, dans cette approche. Mais jusqu'à là, vous n'imaginiez pas que vous avez autant de ressources, comme nous tous, hein, qu'on a des pouvoirs énormes pour pouvoir, comme vous dites, se réinventer à ce moment-là. On est vraiment pas conscient de ça. Hein. Non, pas du tout. C'est qu'effectivement, on se dit, bon ben voilà, c'est fini, je vais pas y arriver. Sauf que il y a quelque chose en moi qui en fait était tellement fort que je l'ai entendu
ça faisait longtemps qu'il me parlait, mais je ne l'entendais pas du tout. Que je l'ai entendu parce que je n'avais plus, enfin, c'est pas que je n'avais plus rien à perdre, c'est que j'étais dans une recherche de qu'est-ce que je peux faire là? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quel métier je vais faire, c'est pas comment je vais aller gagner de l'argent, c'est pas quelles études je vais faire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour moi? Parce que il y a eu ces questions que je me suis posées, mais bon, s'il me reste que quelques mois à vivre, là, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Et je pense que c'est ça qui, à un moment donné, en fait, m'a permis d'accéder et de recontacter aussi, eh bien, cette immensité de capacités que j'ai découvert en moi, que je ne connaissais pas, qui s'exprimait sans vraiment s'exprimer dans mon quotidien, quoi. Et que là, maintenant, j'accueille avec énormément de plaisir. Vous parliez quel métier? En fait, quelques années après, vous perdez votre emploi et aussi votre maman. Oui. C'est quelque chose qui, en fait, ça a été effectivement encore une fois brutal. Mais ce qui a été assez intéressant, c'est que quand j'ai perdu mon emploi, j'ai encore la conversation avec un ami qui me dit « mais bon sang, il va falloir quand même que tu retrouves un emploi parce que bon, bah, tu es chargé de famille, tu as tout ça. » Et je lui dis « mais la question n'est pas là. » Et je me vois encore, enfin je m'entends encore lui dire « mais la question n'est pas là. La question c'est qu'est-ce que je veux faire maintenant ?» Et j'étais très surprise, en tout cas de moi, de pouvoir dire ça, parce que effectivement, j'ai une vraie passion pour mon emploi. C'était vraiment être formatrice, c'était d'accompagner les autres, c'était accompagner les autres dans leurs projets, enfin c'était énorme. Et là, je ne pouvais plus le faire, et ben non, ça n'a pas été, c'est dramatique, bien sûr, je suis passée par une petite période où, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais oui, bien sûr. en fait, ça a été vraiment un élan qui dit, mais en fait, non, c'est pas comment je vais trouver un autre emploi, etc. C'est qu'est-ce que je veux faire maintenant pour moi. Si je finissais cette phrase, que je ne lui ai pas dit, mais en tout cas, pour moi. Pas pour les autres, pas pour faire plaisir en fait aux autres, pas pour répondre à une injonction quelle qu'elle soit qui vient de l'extérieur. C'est en fait pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Et le décès de ma maman, ça a été quelque chose qui a été différent en fait, puisque il y a eu un accompagnement. J'ai pu l'accompagner et je ne l'ai pas accompagné avec beaucoup de tristesse. J'ai vécu les instants qui nous étaient accordés comme effectivement quelque chose d'éternel, quoi, parce que je n'ai pas vécu la maladie, la douleur comme quelque chose qui me reste en trace en moi. J'ai profité de ces instants et je les ai vécus vraiment pleinement. Et ça, c'est formidable, formidable. C'est formidable, mais c'est difficile à croire qu'on puisse, dans un malheur de perdre sa maman, se dire j'ai au moins le plaisir, le bonheur de l'avoir accompagnée. C'est comme quoi on peut, même dans des situations très compliquées, tragiques, sortir un petit peu les côtés positifs de ça. Oui, en fait, hein. Absolument. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de peine. Non, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ce qui est important, c'est que je vis en fait ma peine, je vis en fait ces émotions-là de cette perte, parce que effectivement, c'est une perte hein, dans l'histoire de chacun, c'est assez important. Mais par contre, je ne suis pas restée, quand je l'ai accompagnée, et c'est ça que je trouve extrêmement formidable, c'est que je ne suis pas restée en me disant oh, elle va partir, elle va partir. Donc j'aurais pu être dans le futur, au moment où j'étais dans ces rencontres avec elle, j'aurais pu être dans le futur et dire oh, elle va partir, et du coup vivre cette peine, la vivre, alors que j'étais avec elle. Non. C'est ça que j'ai trouvé, moi, dans ce que j'ai pu et vivre, et que je partage là aujourd'hui, c'est que j'ai vécu les instants avec beaucoup de bonheur,
de les avoir vécues dans l'instant avec elle, au moment où je l'accompagnais, au moment où j'étais présente. Donc c'est faire un petit massage des mains, parler d'un instant. C'est pas, je ne vais pas parler, faire semblant de parler entre guillemets, et d'être occupée avec. Elle va partir, et donc d'avoir cette angoisse de la perte, quoi. Alors qu'on n'y est pas, elle est là. Elle est là, voilà. Oui. Faïssa, toute cette expérience et les formations que vous avez suivies en tant que formatrice sophrologue font de vous aujourd'hui quelqu'un qui veut, bien évidemment, est-ce qu'on peut utiliser le mot aider, partager, mais en tout cas, c'est de montrer aux personnes que on a des ressources en nous. Je pense que vous aimez beaucoup Paulo Coelho, qui cite un certain nombre de mots, décider, changer, s'engager, penser. Je pense que vous voulez justement parler un petit peu de votre expérience et partager, et puis pouvoir aider les autres. Hein. Oui, c'est effectivement important pour moi. Là, toute cette expérience et cette transformation, en fait, j'ai envie d'utiliser le mot éveil aussi, l'éveil à moi-même. C'est vraiment une expérience qui est riche d'enseignements, et je ne peux pas le garder que pour moi. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est important de l'apporter à des personnes qui en ont besoin, parce que c'est formidable, quoi, comme résultat, j'ai envie de dire. C'est formidable d'être en présence de soi, c'est formidable de se trouver, c'est formidable d'avoir cette conscience de vivre. Point. Ouais. Et ça, pour moi, c'est accessible à tous. Nous avons, il n'y a pas d'âge. C'est pour ça que je trouve que c'est important de le dire et de le répéter. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une rupture brutale. Oui, voilà, mais même si c'est dans la rupture brutale, c'est possible. Même si là je suis en train de me poser encore plein de questions, etc. C'est possible. Les adolescents que je trouve, ils sont dans ce questionnement. Ils sont dans une pression sociale. Familiale, ils croient qu'on les comprend pas, mais justement peut-être que eux, ils ont peut-être besoin de se reconnecter, de se recomprendre, parce que il y a quelque chose. C'est possible. Accompagner les enfants, c'est possible, parce que nous nous reconnectons d'une certaine manière à nous-mêmes, et de garder ce lien entre nous, eh bien, nous permettra de mieux nous connecter avec le reste du monde, et de pouvoir participer, en tout cas proposer une vision optimiste. J'ai envie de dire, c'est pas optimiste, mais c'est le club des optimistes, bien, voilà. C'est de proposer, de faire évoluer, en fait, de faire évoluer. Si on veut changer le monde, c'est le Dalai Lama, je crois, qui a dit ça. Si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Et donc, c'est possible, quoi. Et ça, pour moi, c'est ce qui me semble important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis formée effectivement pour être sophrologue. J'ai toute mon expérience, et j'ai ces rencontres qui ont été très très riches pendant ma carrière de formatrice, mais aussi après, que je voudrais pouvoir mettre à disposition et accompagner les personnes qui aujourd'hui ont envie de vivre cet éveil. Voilà. Très bien, merci beaucoup Faïssa. Donc vous êtes, votre cabinet se trouve à DEFC. Vous pouvez accompagner les enfants, les ados et les adultes, les professionnels. Les professionnels, effectivement, parce que dans la situation, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est vrai que ça aurait été très très intéressant que je fasse de la sophrologie pour pouvoir mieux exprimer mon métier, quoi, mieux m'exprimer au quotidien. Merci beaucoup, ça a été vraiment très intéressant, très touchant.